Eh ben écoutez, c'est terminé pour ce jeu. Merci à tous. Fini le jeu. Maintenant, place à la réalité, donc l'arrivée du fascisme. Ok. On n'est pas là pour rigoler. On a bien été dans l'illusion de tout va bien, le bonheur. On a le temps de lire les livres. Là, c'est fini. Il y a le fascisme. Il y a le fascisme et il y a les musulmans. En fait, on est dans la merde, les musulmans. Je vous dis parce que là, ils ont découvert notre plan secret. Il y a un rapport de 70 pages. Moi, je vous propose qu'on aille jeter un œil sur ce rapport. Mais j'ai vu le rapport, les gens, c'est une folie. Hein. Avant tout, pour parler de tout ce truc sur les frères musulmans et qui c'est en fait les judéo-bolcheviques. Hein. On est vraiment dans le délire de les frères musulmans. Et en fait, quand tu vois leur définition des frères musulmans, c'est chaque musulman qui s'engage sur la vie publique sans renier son islamité et soupçonné d'être soit frère musulman, soit proche des frères musulmans, soit d'avoir été influencé par les frères musulmans. Et en gros, c'est une criminalisation. On pointe du doigt les musulmans comme ne devant pas s'afficher sur l'espace public. Et en fait, on est vraiment dans le complot des judéo-bolcheviques. T'as les musulmans qui contrôleraient le monde. Donc on va voir, déjà, il y a Ruffin qui a réagi à ça. Ma réaction au rapport sur l'entrisme des frères musulmans. La laïcité, toute la laïcité, rien que la laïcité. J'espère que c'est pas ta seule réponse, frère. C'est quand même fou que t'as un rapport ultra raciste, ultra islamophobe, qui joue avec tout le délire conspirationniste, raciste du 21e siècle. Et lui, il va dire, non, mais la laïcité. Donc on va voir ce qui... Peut-être qu'il va me surprendre. Hein. Il y a la musique de Fort Boyard aussi. Ah oui, il y a Fort Boyard. Merde. Ça nique les trucs pour... Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait Fort Boyard dans le fond. Peut-être que je vais refaire... Attendez, salut YouTube, peut-être que je dois refaire très vite mon pitch parce que j'avais oublié de supprimer la musique de Fort Boyard. Très vite, alors j'ai dit que les musulmans, bah, on est dans le caca parce qu'en fait, là, il y a un délire... on revient au début du 20e siècle avec le complot judéo-bolchevique. Sauf que maintenant, c'est le complot islamo-gauchiste. Et en gros, tous les musulmans qui se présentent sur l'espace public sans renier leur islamité, ils sont considérés comme faisant partie de la nébuleuse frères musulmans. Donc soit ils sont frères musulmans, soit ils sont influencés par les frères musulmans, soit ils ont un arrière-grand-oncle ou un cousin éloigné où ils ont déjà serré la main, un gars qui était frère musulman. Donc en fait, il est frère musulman. Et en fait, on est en train de quoi? On est en train de criminaliser les musulmans qui veulent s'engager dans la vie citoyenne française et de faire en sorte qu'ils sont en train de ourdir un complot dans lequel on voudrait forcément imposer la charia à tous les Français et que on les présente comme les ennemis de l'intérieur. Donc on a une période très très dure, j'ai envie de dire très très dure et qui fait un petit peu peur. Ça va que nous on est un peu en mode DZ et on n'est pas en mode à faire ouin ouin, mais il y a quand même un truc où ça commence à être chaud. Donc on va regarder la réaction de François Ruffin. Que le sujet est très important. Un conseil de défense se tient ce matin autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée avec à l'ordre du jour la publication d'un rapport sur l'état de la menace que fait peser le mouvement islamiste. Attends, il y a un conseil de défense pour parler de ce rapport. Genre, il y a Macron qui réunit un conseil de défense. Mais on est dans... Non, mais attendez, là, j'ai même plus envie de rigoler. C'est quel niveau de folie, là? Genre, il faut un conseil de défense comme s'il y avait la guerre contre les islamistes. Hein. Là, il y a eu un rapport. Apparemment, le halal, c'est un projet islamiste. Apparemment, il y a des femmes en hijab qui veulent faire du sport. Il faut un conseil de défense. Est-ce qu'on envoie l'armée? Le conseil de défense, c'est s'il y a la guerre, s'il y a le Covid, les musulmans. Que ce sujet-là des frères musulmans s'invite à l'Élysée, c'est une bonne chose. C'est une folie. Comment là, les gens, on est dans un processus où les sociologues en ont déjà parlé. Comment tu crées un problème? Comment tu crées de toutes pièces un problème, quelque chose qui doit être débattu sur l'espace public et qui doit même être une priorité au point qu'il faudrait solliciter le conseil de défense alors qu'il y a R. Tu sais la preuve que le problème il est très grave des frères musulmans? C'est qu'il y a eu un conseil de défense. Si le problème il n'était pas grave, le gouvernement n'aurait pas fait un conseil de défense. Si le gouvernement fait un conseil de défense, c'est bien que le problème est très grave. D'abord, vous dites il va falloir y plancher. C'est pas comme si je planchais pas sur la question de la laïcité depuis des années et des années. La laïcité, c'est à la fois permettre que... Attends, tu commences comme ça. Tu dis pas que là, on est rentré dans une paranoïa complètement raciste. Tu sais, juste, Ruffin, juste dire, c'est peut-être un peu exagéré un conseil de défense, non? Non, mais je veux bien, hein, le truc de la laïcité et tout, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la surréaction de la part d'un gouvernement? C'est-à-dire que, en plus, je rappelle que c'est le gouvernement lui-même qui commande le rapport et qui se dit, qui oriente le rapport vers un truc islamophobe et qui après en mode, le rapport que nous avons nous-mêmes commandé en choisissant les gens qui allaient faire ce rapport dans une direction islamophobe nous confirme qu'il faut qu'on continue notre politique islamophobe. Et de l'autre côté, que la foi
reste à sa place et qu'elle n'envahisse pas le champ de la République. Mais ouais, non mais ouais. Première chose, le truc de la religion, c'est dans le truc privé, ça c'est n'importe quoi, les gens. Je veux dire, la religion a toujours été dans l'espace public. Ça n'a pas de sens, une religion qui reste dans l'espace privé, où on n'est que chacun chez soi être croyant. Et de quoi tu parles? Objectivement, de quoi tu parles? Moi, je ne cesse de plaider pour que les piliers qui existent dans les quartiers, les associations, les services publics, ne soient pas fragilisés, mais soient renforcés. C'est la politique de la ville dont les crédits baissent d'année en année. Eh ben, ça vous encourage pas, Il faut ça que la vous décourage. République, via ses services. Bon, là, encore, ça va, quoi. Je veux dire, je le trouve pas assez offensif, Ruffin. Mais lui, j'ai l'impression que ce qu'il essaye de défendre, c'est l'idée que, en fait, plutôt que de criminaliser les musulmans, il faut plutôt ramener des services publics dans ces endroits-là. Je vous le dis sincèrement, j'ai l'impression que ça peut être compréhensible pour certaines personnes. Ça me fait quand même mal qu'il soit pas plus offensif, quoi. Je sais pas, hein. Parce que lui, il est dans l'idée que, en fait, effectivement, il y a un peu de séparatisme, effectivement, il y a un peu de communautarisme, mais c'est normal parce que les services publics ne font plus rien. Et les musulmans sont obligés de tomber dans le séparatisme, le communautarisme. Moi, je suis d'accord avec l'idée que, vu qu'il n'y a pas de service public, les musulmans s'organisent. Mais je suis pas d'accord avec l'idée d'appeler ça du séparatisme ou du communautarisme. Tu vois, t'as des endroits dans des quartiers où il n'y a plus aucune solidarité, les gens sont dans la galère, n'ont pas à manger et tout. Donc, t'as des associations musulmanes qui vont s'organiser pour pallier à ces manquements. Mais pour moi, c'est pas du communautarisme et c'est pas du séparatisme. C'est de pallier au manquement de l'État. Et surtout de répondre à un manquement. Il y a des formes de solidarité qui n'existent plus. Et tu as des mosquées ou tu as des associations musulmanes qui viennent combler ça. Mais ça, c'est la faute de l'État, hein. C'est pas la faute des musulmans. Les musulmans et les habitants de quartier se débrouillent comme ils peuvent, hein. Je me demande, est-ce que c'est quand même utile ou pas ce qu'il fait? Vous voyez ce que je veux dire? Malgré toutes les critiques que j'ai à l'égard de son discours, hein. Eh ben, je pense que l'État ne doit pas se retirer. Mais ça mérite un conseil de défense aujourd'hui, François Ruffin? Je vais vous dire autre chose. La réponse est non. Attendez, il te tend une perche? Le journaliste, il lui a tendu une perche. Je dis, mais ça mérite quand même. Parce que le journaliste, ça se voit qu'il est en mode, frère, c'est quand même abusé, hein, un conseil de défense, tu crois pas? Le journaliste lui a tendu une perche. Genre, c'est une question piège. La réponse est non. Ça ne mérite pas un conseil de défense. C'est une folie, il a pas su répondre à ça. Je crois à la loi de 1905, à toute la loi de 1905, rien qu'à la loi de 1905. Ça ne répond pas à la question. Elle permet au garde des Sceaux de dire, là, il y a des atteintes à la laïcité. Lesquelles? Dis-nous lesquelles. En fait, c'est ça le problème, c'est que lui, il pense vraiment qu'il y a des atteintes à la laïcité. Le problème que j'ai avec Ruffin, c'est que j'ai l'impression qu'il a le même constat que le gouvernement, qu'il partage le constat du gouvernement que les frères musulmans, effectivement, c'est un danger et qu'ils sont en train de grandir en France. Je préconise pas les mêmes solutions. Oui, non, mais le constat déjà est problématique. On pourrait activer des leviers si jamais, pas ce qu'il y a, c'est pas si jamais, quand il y a atteinte à la laïcité. Oui, c'est exactement ça, les gens. Comme il est toujours dans sa logique de la gauche responsable, la gauche respectable, la gauche qui ne ferme pas les yeux devant les dangers. C'est vraiment en mode oui, non, mais je suis d'accord avec les constats, c'est juste pas les bonnes solutions. C'est une dinguerie. Là, on va sur le territoire du bloc central qui est en train de se droitiser et du bloc d'extrême droite en mode les musulmans sont en train de poser un problème en France. Gabriel Attal, lui, il veut aller plus loin, notamment sur l'interdiction du voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Ça aussi, c'est une folie, hein. Je ne comprends pas comment ça peut être un projet de loi et une priorité. Et c'est toujours la question que je pose. Imaginons qu'il y a des jeunes filles qui, à 14 ans... Moi, je pense que c'est un peu jeune, hein. Moi, je connais pas beaucoup de jeunes filles de moins de 15 ans qui portent le voile. Mais après, moi, je trouve que c'est un peu jeune. Mais si après, des jeunes filles de 13, 14 ans, 15 ans veulent porter le voile et le font dans leur âme et conscience, j'ai envie de dire, bon... C'est pas en leur interdisant que... Tu sais, en fait, j'ai l'impression que les droitards et les républicains pensent qu'il y a une jeune fille qui veut porter le voile. On va lui dire, non, tu n'as pas le droit de le porter. Elle va dire, ah oui, vous avez raison, le féminisme, tout ça. C'est mal connaître les ados, tout simplement. S'il y a bien un moyen de pousser une adolescente à porter le voile, c'est de lui dire, tu n'as pas le droit de le porter. Tu arrêtes. Pourquoi dans certains pays comme l'Arabie Saoudite et la Jordanie, les frères musulmans sont interdits? C'est pour des questions politiques internes et c'est justement ce que j'avais dit dans le live de Raz. Les frères musulmans, c'est différent selon les contextes géopolitiques, selon le pays dans lequel ils sont. Et notamment, les frères musulmans font une critique à l'égard des wahhabites en Arabie Saoudite en mode, il faut critiquer les wahhabites parce que ils sont pas démocratiques, c'est une dynastie et nous, on est contre ça. On est contre la domination dynastique et aussi, ils sont pas dans les mêmes interprétations religieuses. Je veux
dire, en fait, le problème, c'est que si tu déplaces le débat en Arabie Saoudite entre frères musulmans et wahhabites, frère, tu vas plus être du côté des frères musulmans, tout en étant contre les frères musulmans. Mais je veux dire, c'est pas un exemple que dire, ah, mais même l'Arabie Saoudite interdit les frères musulmans. Ouais, mais c'est pour faire pire, en fait. L'Arabie Saoudite fait encore pire que les frères musulmans. Même dans le truc de les frères musulmans sont des monstres. J'ai jamais trop compris ce que c'était et qui ça comprenait en France. J'ai toujours l'impression que c'était un peu un complot. Bah, en France, c'est un petit peu un complot, en fait. Mais même quand tu lis le rapport, tu vois que ceux qui se disent vraiment de même l'organisation et tout, le rapport est lui-même en mode, bon, bah, c'est difficile, il n'y a pas vraiment d'organisation claire, les gens ne se revendiquent pas vraiment de frères musulmans, mais parce qu'ils se disent pas frères musulmans, ils ne sont pas frères musulmans, mais c'est pour ça qu'ils parlent de nébuleuse, d'un mouvement gazeux et tout, parce qu'en fait, ils font que des filiations comme ça, où il aurait été influencé par les frères musulmans, il serait proche des frères musulmans sans qu'il y ait de preuves établies. Et en fait, tu vois que dès qu'un musulman parle sur l'espace public et défend la cause des musulmans, et ben ils sont en mode, ah, ça c'est la stratégie des frères musulmans. L'opportunisme. Et vous voyez bien la question du voile. Mais donc, interdire le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans dans l'espace public. Et tu peux pas avoir de loi discriminante à l'égard d'une seule religion. La laïcité, ça a toujours été... La manière dont ils ont défendu leur loi islamophobe, c'est de l'appliquer à tout le monde. Est-ce que donc ça veut dire qu'ils vont interdire le port de la kippa pour les garçons de moins de 15 ans? Ils vont être un peu obligés. Sauf s'ils vont dans un truc anticonstitutionnel à viser spécifiquement une religion et dire que dans l'islam, les filles qui portent le hijab au nom de l'islam n'ont plus le droit de le faire, ou alors ils sont obligés de faire large, et donc les juifs seront des victimes collatérales. L'opportunisme de Gabriel Attal sur ces questions-là fait pour moi le jeu des islamistes. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport. Le rapport est de dire, attention, il y a un sentiment d'islamophobie. Après, dans le rapport, vous allez voir, mais ils mettent l'islamophobie entre guillemets. Pour eux, c'est un complot aussi, l'idée qu'il y a une islamophobie en France. C'est toute la théorie de s'inventer pour empêcher la critique de l'islam, blablabli, blablabla. Il y a beaucoup de juifs, même religieux, qui portent pas la kippa à cause de l'antisémitisme ou alors sous la casquette. Oui, c'est un problème. Hein. Nous, on veut que les juifs puissent être librement juifs en France, même au niveau religieux, quoi, qu'ils puissent porter librement leur kippa, même à l'école. Moi, ça me dérangerait pas qu'à l'école, il y ait un enfant au lycée qui ait sa kippa, quoi. Je suis oui. Ça va pas m'empêcher d'étudier, je vois pas le problème, en fait. Pour moi, dans ces pratiques, c'est une alliance objective avec les islamistes qui veulent séparer les musulmans de la République. Il y a en même Ok. Donc, en gros, pour lui, Attal va dans le sens... je vois ce qu'il veut dire, dans le sens de participer à la division entre les musulmans et les Français et de faire croire que c'est incompatible les deux et que les Français sont contre les musulmans et donc de radicaliser les musulmans dans le sens des radicaux islamistes. Ok, ça peut se tenir. Il y a une évidente volonté d'islamistes de séparer les musulmans de la République. Mais qui ? Si on parle de gens comme Daesh, d'ultra-radicaux, oui. Bien sûr que tu vas trouver des imams ou des théologiens radicaux, proches de Daesh, proches des mouvements islamistes, fondamentalistes, extrême droite et tout. Il n'y a pas de souci, tu vas en trouver. Mais est-ce que ça a une influence réelle en France ? Quel est le degré d'influence réelle en France ? Est-ce que ce degré d'influence mérite un conseil de défense ? C'est ça la vraie question. C'est pour rouvrir un espoir qui soit collectif et je pense que ça correspond à un profond désir des musulmans de notre pays. À aucun moment, il parle de la criminalisation de tous les musulmans, quoi. Il veut dire, moi, s'il y a bien un angle à avoir sur ce rapport, c'est à quel point il participe à faire des musulmans l'ennemi de l'intérieur. Tellement le terme de frère musulman est nébuleux, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et tout, et que ça concerne en fait tout musulman qui s'organise sur la vie publique. On est en train de faire des musulmans l'ennemi public en France, quoi. L'ennemi de l'intérieur. Il y a à la fois protéger les croyants qui se sentent protégés jusque dans leur mosquée, qui se sentent pas un deux poids deux mesures avec un ministre de l'Intérieur qui est supposé être le ministre des cultes et qui lance quand même comme un cri de guerre pour conquérir les LR à bas le voile. Ça c'est bien qu'il fasse ça au moins. Il a fallu attendre, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien, Ruffin, enfin. Bon, il a fallu quand même du temps, mais que tu rappelles les politiques islamophobes de Retailleau, c'est bien, merci. Est-ce qu'on imagine Georges Clemenceau ou Aristide Briand crier à bas la calotte quand ils étaient ministres ? C'est impensable. Mais moi, je pourrais imaginer Clemenceau dire à bas la calotte à son époque, mais justement, le problème, c'est de faire des parallèles entre les deux. Parce que le poids des chrétiens à l'époque de Clemenceau n'est pas du tout comparable au pouvoir qu'ont les musulmans en France en 2025. Moi, je pourrais comprendre totalement qu'avec l'influence de l'Église en 1900, il y a un député laïc qui sont en mode à bas la calotte, tu vois ? Mais c'est pas pareil avec les musulmans de France en 2025. La comparaison, elle est pas bonne. Qui contribue à séparer les musulmans de la République. C'est de cette spirale infernale, avec des alliés objectifs,
qu'on doit sortir. Ok, non mais je veux dire c'est décevant parce que c'est pas assez quoi. Il est pas à l'auteur de l'enjeu, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Je sais pas, je suis désespéré par le fait que les organisations de gauche comprennent pas l'ampleur du problème quoi, ne comprennent pas l'ampleur du danger. On a un rapport dégueulasse de 74 pages qui veut criminaliser les musulmans, qui les présente comme les ennemis de l'intérieur, qui sont en train d'ourdir un plan machiavélique pour imposer la charia. Et eux, ils sont en mode « Ouais, non, mais voilà quoi, non, c'est vrai qu'il faut un peu plus de services publics. Non, il faut être plus offensif là. » Je voulais lire le tweet de Nicolas Cadenne. Nicolas Cadenne qui a écrit plusieurs livres sur la laïcité et tout, c'est plutôt cool, allez les lire, c'est bien. Sur ce rapport sur les frères musulmans, il y a beaucoup à dire, une méthodologie peu rigoureuse, D'ailleurs, moi je l'ai lu, oui, c'est vrai que parfois tu as des citations et tu es en mode oui, mais c'est quoi la source? Comment je peux aller vérifier la citation? Parce que d'un coup, il y a une citation de IQSN, vous allez voir, et il aurait dit ça en privé, tu es en mode oui, mais comment je le vérifie s'il l'a vraiment dit? Vous avez juste mis la citation, il y a des gens qui ont dit qu'en privé, il aurait ce discours, comment on vérifie? C'est quoi, on vous croit sur parole? Qu'est-ce qui se passe? Des amalgames, du simplisme et des paraphrases des idées anciennes dont certaines, parfois justes, parfois pas du tout. Trade, ok. Malice, si on demande à ChatGPT que penser de ce rapport, voici ce qu'il répond. Faiblesse méthodologique. Après, moi, franchement, je suis pas trop d'avis. Je trouve ça un peu feignant d'aller demander à ChatGPT, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est les droitards qui prennent plus la peine de penser, qui vont demander à ChatGPT analyse-moi ce dossier, quoi. Je trouve ça un peu, voilà, je suis un peu sceptique. Section paraphrasant des idées connues, manque de bibliographie, biais politique, erreur et approximation, problème de structure, ok. Il reste néanmoins des appréciations classiques et peu problématiques sur l'organisation en question et sur certaines ingérences ou influences. Rien n'est surprenant sauf à n'avoir jamais rien suivi sur le sujet. Or, la dynamique que connaît malgré ses divisions et sa désorganisation de l'islam de France sur laquelle veut capitaliser la mouvance frériste, parce qu'ils disent quand même que l'islam de France, il est divisé et désorganisé, quand même dans le rapport. Ça nous dit, ouais, mais quand même, ça fait 50 ans qu'il y a des musulmans en France, même plus de 50 ans qu'il y a des musulmans en France, et que ça fait 50 ans, plus de 60 ans que l'islam est désorganisé et divisé, mais il y a quand même un projet qui a deux doigts de conquérir la France. J'étais en mode, non mais les gars, même s'il y avait le mouvement des frères musulmans qui voulait imposer la charia en France, ils n'ont aucune chance d'y arriver. Je ne vois pas comment c'est possible. Même en étant ultra optimiste, je ne vois pas comment c'est faisable, réalisable en France. Il y a néanmoins des appréciations totalement farfelues et surtout absolument pas sourcées, ce qui est très problématique pour un rapport officiel. 5 erreurs et approximations, présentation caricaturale de Tariq Ramadan. Mais attendez, moi il faut que les gens, le rapport sur Tariq Ramadan. Moi j'ai lu quelques trucs et tout, après j'ai abandonné quoi. C'est la mouvance frériste, entendu plus largement, recouvre tous ceux qui, en contact ou inspirés par ce cercle restreint, en adoptent les modes d'action avec des visées variables, réislamisation, séparatisme, parfois subversion. Il s'agit donc de délimiter les acteurs, les structures, y compris les satellites et le périmètre d'action, d'influence des frères musulmans en France. Et en fait, tout le long, on t'explique que bon, on n'arrive pas très bien à dire qui sont frères musulmans et qui n'est pas frères musulmans. Mais je voudrais revenir sur Tariq Ramadan. Et je veux dire, c'est tellement parlant la manière dont ils parlent de Tariq Ramadan. Là, ils sont tout un truc pour rappeler l'histoire des frères musulmans en Égypte. Et j'ai envie de dire, ok, dans les années 60, les frères musulmans, c'était comme ça en Égypte. Et d'ailleurs, il faut voir l'évolution entre Hassan al-Banna et ensuite Qutb. Je sais jamais comment on le prononce, mais la radicalisation qu'a produit Qutb dans les frères musulmans, notamment de par son enfermement et par son opposition au régime nassérien. Donc déjà, il y a des évolutions à l'intérieur même des frères musulmans. Et ensuite, il y a des évolutions sur la manière dont les frères musulmans ont évolué dans les différents pays. Et en Europe, c'est complètement différent. Les gens qui ont pu être influencés par les frères musulmans qui sont en Europe, c'est encore une autre manière d'appréhender l'islam et la politique et tout. Mais regardez Tariq Ramadan, c'est assez intéressant. C'est intéressant aussi de voir ce qu'ils mettent en gras. À partir de son premier ouvrage, Les musulmans dans la laïcité, son engagement en faveur d'un islam européen rencontre un large écho, notamment auprès de la jeunesse française et belge. Et tu peux te dire, bon bah c'est cool. C'est-à-dire que s'il lui parle d'un islam européen, d'un islam qui est adapté à la vie en Europe, et qu'en plus ça rencontre un vrai succès chez les jeunes, t'es en mode bah tant mieux. Sauf que pour eux, en fait, ils ont toujours une vision très négative des choses. C'est une preuve de l'islamisme. À chaque fois, c'est une preuve de l'islamisme. Ouais, ça a l'air radical. Se déclarant autonome vis-à-vis de la mouvance des frères musulmans. Je ne suis pas frère musulman et je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été rebelle aux structures. Il abandonne la notion de droit des minorités et s'écarte de la doctrine d'Al-Qaradawi pour prôner l'idée centrale d'une citoyenneté musulmane. Ça a l'air très grave. Alors là, ça a l'air très dangereux. Tariq Ramadan qui prône une citoyenneté musulmane.
Oulala, que fait la police ? Il se présente comme l'acteur de la réparation identitaire de la civilisation islamique. La très grande majorité des musulmans, au plan politique, économique, social et de l'éducation, sont placés internationalement à travers le monde en situation de fragilité, d'exclusion, de marginalisation intellectuelle et ne participent pas suffisamment, eu égard à ce qu'ils pourraient représenter, à un vrai débat de civilisation avec les cultures dominantes. T'as envie de dire, oui, le conseil m'a l'air plutôt juste. Quel est le problème ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui devrait nous inquiéter dans ce qu'il dit ? C'est vrai que les musulmans dans le monde, surtout dans le Nord, dans des positions minoritaires et on les empêche d'exister politiquement. Hein ? Je ne comprends pas. Tendant à démontrer qu'il est possible de préserver une culture alternative endogène dans le monde moderne et cependant invalidée par la réalité des positions adoptées par Tariq Ramadan sur des sujets cardinaux, qui accrédite l'idée selon laquelle il pratique le double discours caractéristique des frères musulmans. Cela se vérifie notamment sur la place des femmes, le rôle du voile. Donc ça, CF Infra, je n'ai pas trouvé où il parle de ça, mais bref. Sur le rapport aux autres religions, s'il fait l'éloge de certaines figures issues d'autres religions, ils m'ont parfois rappelé le sens de l'amour au cœur de l'exigence de la norme. Ils dénigrent les religions elles-mêmes. La référence juive ou chrétienne s'est diluée ou a tout simplement disparu. Et considèrent que l'islam doit combler en Occident un vide spirituel issu de la déliquescence du christianisme et du judaïsme. Oui, le discours d'un religieux. Tu vois, je suis en mode, c'est un musulman, c'est un théologien musulman qui croit en l'islam et qui croit que l'islam peut combler un vide spirituel. Oui, comme un théologien juif peut penser que le judaïsme peut combler un vide spirituel, comme un catholique peut penser ça. Je veux dire, quel est le problème ? Tu peux ne pas être d'accord, mais en quoi ça représente un danger ? En quoi c'est un double discours avec ce que dit Ramadan ? On continue. Sur le plan économique, il appelle à une résistance fondée sur la référence islamique, les valeurs musulmanes et les principes éthiques de l'islam. Le système capitaliste néolibéral est aujourd'hui pour nous un univers de la guerre. Oui, en gros, il a une critique du capitalisme à partir de son référent religieux. Comme il y a des chrétiens qui ont une critique du capitalisme à partir de leur référent religieux. Comme il y a des juifs qui ont une critique du capitalisme à partir de leur référent religieux. Et c'est vraiment une critique un peu gentillette, en mode, le capitalisme, il pousse à l'individualisme et l'égoïsme. Ce ne sont pas des principes religieux. Nous, on pense que la religion, c'est plutôt la solidarité. Et ça va au contraire aux idées capitalistes. T'es en mode, ok. Quel est le problème ? La révélation coranique est explicite. Celui qui s'engage dans la spéculation ou la pratique de l'intérêt financier entre en guerre avec le transcendant. Et donc, à quel moment, sauf si t'es un néolibéral et un capitaliste pur jus, quel est le problème avec le discours là qu'il a, Tariq Ramadan ? Moi, je le trouve très bien. La spéculation et la pratique de l'intérêt financier, c'est pas cool. Même sans être religieux, je suis en mode, c'est pas cool. Je ne comprends pas. Blasphème contre le capitalisme, exactement. Il estime que de nombreux affrontements sont causés par cet ordre économique. Voilà, les gens. Comme preuve du danger de l'entrisme de Tariq Ramadan, il y a cette phrase. Il estime que de nombreux affrontements sont causés par cet ordre économique. Des affrontements que l'on identifie trop vite comme religieux sont liés à des situations socio-économiques tout à fait particulières, plus largement aux effets du nouvel ordre économique mondial. Oui. Dites-vous que cette phrase est dans le rapport pour alerter de l'entrisme islamique, de l'entrisme des frères musulmans. Il y a un musulman qui dit « Ah non, mais il ne faut pas expliquer tous les conflits par la religion. Il y a des conflits qui sont causés par l'ordre économique mondial, par le capitalisme, par le contexte socio-économique. Frères musulmans, frères islamistes, tu es un islamiste, Tariq Ramadan !» Voilà un peu le degré du discours qu'on entend dans ce rapport. Sur la radicalisation et le terrorisme, mal géré, la pensée religieuse réformiste peut produire une attitude intellectuelle et politique dangereusement réactionnaire et conservatrice. Des indices, déjà, nous font craindre le pire parmi les musulmans occidentaux. Là, il est en train de dire que mal diffuser la religion, expliquer n'importe quoi sur la religion, ça peut conduire à des lectures réactionnaires. Ils le mettent là-dedans. Tu lis ça, t'es en mode, c'est bien ce qu'il dit. Ça a l'air cool. Il est en train de dire qu'il faut pas produire une pensée religieuse un peu bébête parce que ça peut amener au pire et au conservatisme. C'est un rapport pour montrer que Ramadan est basé. Non mais les gens, c'est hallucinant. Ils justifient les causes du terrorisme par des régimes étatiques répressifs et corrompus et réfutent toute responsabilité de l'islamisme dans le terrorisme. Non, vous ne savez pas lire. Là, il est en train de dire que si on donne une mauvaise vision de l'islam, ça peut profiter à une vision réactionnaire et conservatrice. Donc il y a aucun moment, il a dit que l'islamisme n'avait aucun rôle là-dedans.
Je ne comprends pas. Après, il y avait des choses où je voulais revenir. Par exemple, sur cette base, l'islamisme est selon un universitaire. Alors, on ne sait pas lequel, tu vois, il n'y a pas de source, il n'y a rien. L'islamisme est selon un universitaire. Pourquoi tu ne nous dis pas quel est l'universitaire qui... Vous voyez les gens, cette pratique, quel universitaire? Quels sont ses travaux? Quel est son domaine de spécialisation? En quoi cet universitaire mérite d'être écouté? Donne-nous le nom. Alors... L'islamisme est une politisation exacerbée de l'islam, de ses normes et valeurs réelles ou présumées, et connaît une intensité variable et des dimensions différentes. Il peut ainsi s'exercer sur un mode minimaliste ou maximaliste, légaliste ou violent. Déjà, moi, il y a une politisation exacerbée de l'islam. De quel islam tu parles? Voilà. Quand tu dis que l'islamisme, c'est une politisation de l'islam, oui, mais une politisation dans quel sens? Et de quel islam tu parles? Un musulman libéral, par exemple Kaina Baloul, qui vient te dire qu'on a une mauvaise lecture de l'islam est adapté à la République, est adapté au libéralisme, est adapté au progressisme, elle est dans une politisation de l'islam. Mais cette politisation de l'islam ne va pas du tout dans le même sens qu'une politisation de l'islam faite par un wahhabite, un salafiste ou que sais-je. Donc juste dire c'est une politisation exacerbée de l'islam, ça n'explique pas grand-chose, tu vois. L'islamisme est donc au carrefour du religieux, du moral, du socio-économique et du politique. Ok. La définition est assez bateau, quoi. En gros, c'est des gens qui politisent l'islam. Alors, issu d'une idéologie politique qui a été occidentalisée pour être implantée en Europe. Bon, en gros, en fait, pour vous dire, il y a des musulmans, ils viennent en Europe, ils se disent, bon, là on est dans un autre contexte, on ne peut pas avoir la même pratique islamique que quand on est dans les pays musulmans. Quand on est dans d'autres contextes socio-économiques, il y a d'autres problématiques qui viennent en compte, qui viennent nous questionner. Et on pourrait se dire, c'est cool, ça veut dire que les musulmans réfléchissent sur la manière de concevoir et pratiquer leur islam dans des nouveaux contextes. Et là, dans leur lecture à eux, c'est « Ah, en fait, les frères musulmans, ils sont tellement malins et tellement malsains que là, ils sont dans une stratégie de s'adapter à l'Europe. Ah, ah. » Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, en fait? S'ils ne s'étaient pas adaptés à l'Europe, vous auriez dit « Ah, la preuve qu'ils sont malsains, c'est qu'ils ne veulent pas s'adapter. Et la preuve aussi qu'ils sont malsains, c'est qu'ils s'adaptent. » La matrice de l'islamisme posée par les frères musulmans allie inculturation d'une tradition moyen-orientale dans les pays d'implantation et dissimulation tactique d'un intégralisme subversif. Montre-nous un exemple. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? En gros, ils se sont adaptés à l'Europe, mais ils sont toujours méchants. Ils font croire qu'ils sont gentils en s'adaptant à l'Europe, mais en fait, ils sont toujours méchants au fond d'eux. Hein. Ah oui, et ça. Le Coran reste la source de légitimation des règles de la confrérie. En fait, je vais vous dire une chose. Pour tous les musulmans, le Coran reste central. Quel musulman dirait « Ah non, mais le Coran n'est plus central dans notre analyse ». Le Coran reste central pour tous les musulmans. Pas seulement pour les frères musulmans. Tu sais, ils sont en mode la preuve que c'est des islamistes, ils disent que le Coran est central. Oui, ils sont musulmans. Croyons que l'islam est un système. Ça, après, ils vont sur les trucs de Saïd Ramadan. Donc, ils vont dans les frères musulmans des années 60 où ils pensent conquérir le pouvoir. Et donc, tu vois, c'est là, on est. Moi, par exemple, les frères musulmans des années 60 en Égypte, oui, ils sont profondément conservateurs et réactionnaires. Et ils sont en opposition tant au projet européen que aussi au projet panarabiste et socialiste arabe des gens comme Nasser et tout. Tu vois, il n'y a pas de souci. Ça, on est d'accord. Mais c'est pas les musulmans que vous visez aujourd'hui en France. Alors, il y avait d'autres trucs que je voulais voir. J'ai pas tout lu. Hein. En France, le dialogue islamo-chrétien, qu'elle comprend des acteurs fréristes, semble empli de faux semblants. Donc en fait, quand tu as des musulmans qui discutent avec des chrétiens, ils sont pas honnêtes. La preuve qu'ils sont malhonnêtes, c'est que après ils affirment que le christianisme et le judaïsme, ils mentent. En fait, des musulmans peuvent discuter avec des juifs peuvent discuter avec des chrétiens peuvent discuter avec des juifs, et quand même penser que leur religion a raison et pas la leur. Un prêtre, il peut discuter avec un imam et quand même dire que c'est sa religion qui a raison. Je ne comprends pas. Ouais, ils discutent avec des chrétiens, mais ils disent quand même que le christianisme, c'est faux. Oui, effectivement, oui. Comme avec les juifs, vont discuter avec des musulmans, ils vont quand même penser que l'islam, c'est une fausse religion, oui, effectivement. Que c'est pas vrai et que la vraie religion, c'est le judaïsme, oui, effectivement, oui. Certains de ceux qui ont vu le dialogue islamo-chrétien comme vecteur privilégié d'inclusion citoyenne de la communauté musulmane dans la République en sont beaucoup revenus. Donc en gros, si les musulmans ils ont discuté avec les chrétiens, c'est juste pour faire croire qu'ils étaient intégrés. Ils sont tellement perfides, c'est à aucun moment ils étaient honnêtes. C'est juste pour faire croire que en fait ils étaient intégrés à la République.
Un dialogue sincère se heurte tout particulièrement à la question de l'apostasie en islam, qui contraint la totalité des centaines de musulmans baptisés chaque année à dissimuler leur conversion au christianisme. Et ça, je suis d'accord que c'est un problème que des musulmans ne peuvent pas avouer qu'ils ont été convertis ou que sais-je. Mais déjà, on a le même problème dans le sens inverse. On a des musulmans qui ne peuvent pas avouer à leur famille, surtout si c'est des femmes musulmanes et surtout si elles veulent porter le hijab, qui ne peuvent pas avouer à leur famille qu'elles sont converties. Par contre, en France, il ne me semble pas que tu es tué parce que tu as apostasié. Moi, je pense qu'il y a toujours un discours à faire à l'égard des musulmans. Il faut avoir une tolérance à l'égard des musulmans qui ne sont plus musulmans. Et je pense qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, il y a plutôt une tolérance sur ce truc-là, mais qu'il y a toujours des efforts à faire, tu vois. Les musulmans qui ont quitté l'islam doivent être libres de quitter l'islam sans qu'ils aient des menaces ni rien, tu vois. Mais je pense que tu peux rencontrer les mêmes problèmes dans le judaïsme ou dans le christianisme. C'est toujours mal vu de quitter sa religion, hein. Et ça, a fortiori, la pensée frériste, entre guillemets, de la relation entre le fidèle musulman en contexte minoritaire et l'agnostique, voire l'athée, est encore plus limitée malgré les postures d'ouverture citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Malgré les postures d'ouverture citoyenne. Donc en gros, tu as les musulmans qui disent « Non, mais moi je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci, moi je peux vivre avec des athées, je peux vivre avec des agnostiques, et la preuve de ça, c'est que je vis avec eux tous les jours. » Eux, ils disent « Ah non, mais c'est seulement des postures d'ouverture citoyenne. » C'est simplement des postures. Allez, sur les femmes. Si les frères musulmans se montrent en Europe plus favorables à la participation des femmes dans la vie active que d'autres traditions islamiques, leur idéologie reste fondée sur une détermination sexo-spécifique, voire sexuée, qui érige la non-mixité en règle et instrumentalise le port du voile. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a que les frères musulmans qui ont une vision sexuée de la société, hein, et qui ont une vision genrée de la société, et qui pensent qu'il y a des rôles qui sont dévolus aux hommes et des rôles qui sont dévolus aux femmes. Il n'y a que les frères musulmans dans le monde. C'est pas comme si Retailleau était un catholique très conservateur et tout. Non. C'est pas comme s'il y avait toute une contre-révolution réactionnaire qui veut même réinterdire l'avortement, qui veut réinsister sur les rôles traditionnels entre les femmes et les hommes. Non. C'est que les frères musulmans. Tariq Ramadan et son frère Hani ont ainsi placé la femme voilée au cœur de la stratégie d'expansion du culturalisme musulman en opposition à l'Occident. J'aimerais bien savoir à quel moment, par exemple, Tariq Ramadan a fait ça. Moi, Hani Ramadan, il est beaucoup plus réactionnaire et conservateur que son frère. Hani Ramadan, moi, je veux bien qu'il y a énormément de critiques à faire à l'égard de Hani Ramadan sur son conservatisme et son côté réactionnaire. Mais quand est-ce que Tariq Ramadan a fait de la femme voilée la stratégie d'expansion du culturalisme musulman ? Quand ? Où est-ce que vous nous prouvez ça ? On doit vous croire sur parole. Quelles sont les sources ? Vous voyez, il n'y a pas de source. Il n'y a même pas, allez voir cette étude. Non, il n'y a rien. On doit les croire sur parole. C'est ce que fait Tariq Ramadan. Le voile devient l'un des marqueurs politiques des frères musulmans en Europe. Donc en fait, en gros, t'as en Europe et surtout en France des politiques islamophobes qui veulent interdire aux femmes musulmanes de porter le voile parce que selon ces islamophobes, le voile serait le port-étendard de l'islamisme. Et t'as les musulmans qui sont en mode mais non, en fait elles ont le droit de porter le voile, et par un retournement de situation ils nous font croire que c'est les gens qui défendent le droit aux femmes musulmanes de porter le voile qui érigent ça en étendard. Ceux qui érigent ça en étendard, ce sont les islamophobes. C'est pas les frères musulmans, c'est pas les musulmans eux-mêmes. C'est vous qui érigez le port du voile comme un étendard islamiste. Et d'ailleurs, c'est tout le discours des islamophobes de faire comme si, en fait, les femmes voilées étaient l'avant-garde, étaient des soldats en mission pour l'islam et pour propager l'islam. À l'échelle française, l'affaire du voile de Creil en 89 a permis à l'UOIF de se positionner en porte-drapeau de la communauté musulmane, défendant les jeunes femmes concernées par l'affaire. Donc en gros, il y a des jeunes femmes qui ont été discriminées parce qu'elles portaient le hijab. L'UOIF est venu les défendre parce que personne ne les défendait. Et on est en mode, ça a été en fait une position stratégique de l'UOIF qui voulait en fait se présenter comme le port-étendard de l'islam. Non, peut-être qu'ils voulaient juste défendre ces femmes qui portaient le hijab. On continue. L'épouse d'Ahmed Jabala et de Noura Jabala, alors président de la Ligue française des femmes musulmanes, déclare porter le voile, c'est un geste de croyance et Dieu qui l'a ordonné. Donc oui, en gros, il y a des femmes qui portent le hijab et qui pensent le porter parce que Dieu l'a demandé. Comme les juifs qui portent la kippa vont dire c'est un geste religieux, c'est Dieu qui l'a ordonné. Quel est le problème ? Comme les femmes dans leur monastère avec leur voile, les chrétiens dans leur monastère avec leur voile vont dire c'est Dieu qui l'a ordonné. Oui, c'est leur logique à eux. Ces personnes croyantes adoptent des rites religieux et des tenues religieuses parce qu'elles pensent que Dieu l'a dicté. En quoi ce serait une dinguerie à partir du moment où c'est une musulmane qui le dit ? Si une femme juive porte un foulard ou une perruque parce qu'elle dit que c'est Dieu qui lui a dit, oui, tu peux ne pas être d'accord avec ça, mais je vois pas en quoi c'est forcément diabolique ce qu'elle est en train de penser.
La visibilité de ces figures féministes est renforcée par l'action d'une troisième génération de femmes dont la religiosité est moins affirmée, qui ont fait des études, sont passées par le cursus militant associatif et tiennent un discours encore plus républicain. Bah tant mieux, non ? En quoi c'est un problème ? En fait, on voit qu'il y a des féministes qui mettent moins encore en avant leur religiosité et qui sont encore plus républicaines. Et c'est quand même un problème. Là, il n'y a plus rien à dire. Là, maintenant, il y a le conflit israélo-palestinien, l'éternel ressort de l'antisionisme. On explique qu'en fait, c'est une stratégie qu'ils ont pris en compte les musulmans pour gagner en puissance. C'est de miser sur le conflit israélo-palestinien. Le conflit israélo-palestinien agit comme un catalyseur de l'antisionisme historiquement porté par la confrérie et sa mutation en antisémitisme au sein de la mouvance. Donc, en fait, ils sont en train de dire que si les musulmans s'opposent à Israël, c'est en raison des frères musulmans. Sachez que si vous venez vous opposer au génocide en cours en Palestine, c'est à cause des frères musulmans. C'est une stratégie des frères musulmans pour renverser l'Occident. On a un degré de conspirationnisme qui est hallucinant. Regardez ça par exemple. En France, l'antisémitisme reste présent dans les discours des membres de la mouvance. Hassan Iqiyoussen, très engagé sur le sujet, prononce en octobre 2015 un prêche sur l'antisémitisme et la question palestinienne, dressant un parallèle historique entre nazis et sionistes. En gros, j'imagine que Iqiyoussen a dû dire que les sionistes font des crimes dignes des nazis. Tu peux ne pas être d'accord. Moi, je trouve que en 2015, la comparaison est un peu forcée. Mais je vois pas en quoi c'est prêcher l'antisémitisme. Il a fait une comparaison que je trouve un peu forcée, surtout en 2015, quand bien même les sionistes ont commis des crimes, ont commis la Nakba, ont commis un nettoyage ethnique. Je pense pas qu'on était on n'est pas pour autant au niveau de monstruosité qu'a été le nazisme de 39 à 45 avec le génocide des Juifs. Mais je veux dire, tu peux trouver le parallèle malheureux, tu peux trouver le parallèle un peu forcé, mais je vois pas en quoi c'est antisémite. Et il continue, il livre une lecture révisionniste de l'histoire des Juifs. On leur relève par ailleurs plusieurs comparaisons effectuées par des cadres de la mouvance entre la situation actuelle des musulmans en France et celle des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Des membres du CCIF arborent ainsi une étoile jaune marquée « Muslim » le 10 novembre 2019 lors d'une manifestation remarquée. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? 2019, manif contre l'islamophobie. Il y a des musulmans qui veulent alerter sur la situation des musulmans en France. Et ils se disent, qu'est-ce qui pourrait marcher pour alerter l'opinion publique ? Et eux, ils se disent, mais en fait, il y a des parallèles à faire entre la situation des musulmans en France en 2019 et la situation des Juifs dans les années 30. Ça ne veut pas dire que c'est exactement pareil, mais dans les deux cas, on a l'élaboration d'un ennemi de l'intérieur, d'un ennemi dangereux qu'il faudrait écarter, qu'il faudrait éliminer. Donc elles se disent que qu'est-ce qui peut marcher dans l'esprit des Français ? C'est dire, mais attention, ce que vous êtes en train de faire aux musulmans aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait aux Juifs dans les années 30. Et comment alerter sur ça ? Et moi, je trouve que la comparaison, là aussi, elle est un peu forcée, mais je trouve qu'il y a une logique dans sa comparaison. C'est dire, est-ce que les musulmans de 2025-2019, ils n'empruntent pas le même chemin que les Juifs des années 30 ? Et là, ça devient, ils sont antisémites. Où est l'antisémitisme ? Où est l'antisémitisme ? Il y a des musulmans qui sont inquiets de leur sort, qui sont en mode attention, là vous êtes un peu en train de nous considérer comme ce que vous avez déjà fait dans les années 30 avec les Juifs, et ça devient vous êtes antisémite. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Depuis les attaques du 7 octobre 2023, on constate une montée des activités antisionistes au sein d'un certain nombre de mosquées françaises. Alors, j'ai l'impression que vous avez oublié de dire suite au génocide en cours. Si on formulait différemment, je vais vous proposer différemment, en gardant même votre phrase du début. Depuis les attaques du 7 octobre et du génocide qui s'en est suivi en Palestine, on constate une montée des activités antisionistes au sein d'un certain nombre de mosquées françaises. Voilà. Effectivement, il y a les musulmans, il y a des mosquées qui ne restent pas silencieuses face au génocide. Quel est le problème ? À la faveur de la colère suscitée par le bilan humain des représailles israéliennes. Le bilan humain des représailles israéliennes à Gaza. Quelle manière euphémisée de parler d'un génocide qui est en train de massacrer des centaines de milliers de personnes, qui est en train de condamner à la fin des centaines de milliers de personnes, qui a massacré des bébés, des enfants, des innocents. Quelle belle manière d'en parler, hein. La colère suscitée par le bilan humain des représailles israéliennes. Oh, c'est beau, hein. Dans une mosquée très établie de la grande couronne parisienne, des prédicateurs et conférenciers antisionistes sont ainsi invités afin d'évoquer la situation en Palestine. Donc là, le fait qu'il y ait une mosquée qui se dise que là, il y a un génocide, on ne peut pas rester silencieux, on va inviter des gens pour parler de ces génocides-là, frères musulmans, entrisme, islamisme,
Voilà le niveau du rapport. Alors, on continue. La stratégie d'implantation alliant dissimulation, quête de légitimation et dénonciation de l'islamophobie. La stratégie frériste en Europe est restée empreinte de la culture du secret dans laquelle s'est construite la confrérie sous l'égide d'Hassan al-Banna. Et en fait, quand tu parles du principe que, en fait, ils font tout ça en secret, bah, tu peux tout dire. Non, mais c'est secret. Mais en fait, si vous les voyez pas, c'est secret. Et comme c'est secret, ben, il faut se méfier de tout. Ils sont perfides, les musulmans, ils font ça en secret. Moyen d'action de circonstances ou composantes essentielles de l'identité des frères musulmans, le recours à la dissimulation reste une caractéristique constante de leur méthode d'implantation en Europe. Vous vous rendez pas compte comment cette phrase elle est dangereuse, je vais la répéter. Le recours à la dissimulation reste une caractéristique constante de leur méthode d'implantation en Europe. Pourquoi cette phrase est une dinguerie et pourquoi elle est dangereuse? C'est que à partir du moment où tu dis que les musulmans, leur caractéristique c'est de dissimuler leurs actions, c'est que tu jettes le soupçon sur tous les musulmans. Et les musulmans qui agiront politiquement en te disant « je ne suis pas frère musulman », tu pourras dire « ouais, mais c'est très frère musulman de dire que tu n'es pas frère musulman ». Parce que les frères musulmans, justement, ils dissimulent le fait que tu es frère musulman. Et donc là, voilà, tous les musulmans de France sont soupçonnés d'être frères musulmans. Qui a écrit ce rapport? Les gens, c'est sur le site du gouvernement, hein. C'est le rapport de la République française qui t'explique qu'en fait, ils font tout, ils sont cachés, ils sont dissimulés et tout. Ils sont très forts. Et argument irréfutable, et on peut pas. Il n'y a aucune source. Hein. Je veux dire, à chaque fois qu'ils nous confirment quelque chose, on ne sait pas sur quoi ils se basent. La confrérie reste organisée en cercle restreint qui s'apparente à une société secrète initiatique. On est au même niveau que du complot des loges maçonniques. Hein. On est dans du conspirationnisme pur et dur. À l'échelle française, une incertitude subsiste sur la persistance d'un système d'allégeance. Donc en gros, il y aurait un système d'allégeance pour intégrer les frères musulmans, mais on n'est pas sûr que ce système d'allégeance de la société française soit présent en France, mais quand même. Le processus de recrutement. Des observateurs ou anciens membres de la confrérie décrivent un processus de plusieurs étapes. Les futurs membres seraient repérés au travers de leurs actions dans le champ caritatif ou au sein des établissements confessionnels. Une période d'instruction à la CA leur serait proposée. Moi, j'ai jamais vu ça, je vous le dis. Peut-être que... Mais je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Oui, même si ça existait, ce serait la même logique que les francs-maçons. Ok, génial. Génial. L'usage du double discours et la quête de respectabilité, c'est ça qui me rend fou. C'est que si les musulmans ont un discours d'intégration à la République ou un discours de respect sur l'homosexualité, sur le féminisme, tout ça, en fait, c'est un double discours. En fait, même quand le musulman fait gage de sa bonne volonté et montre qu'il s'intègre dans le discours républicain, bah en fait, il ment. Il est dans un double discours, il ne le pense pas vraiment. Poursuivant une stratégie reposant sur une vision, une identité et un plan, les frères musulmans pratiquent l'entrisme. Ils auraient recours pour ce faire à la technique du double discours, par lequel ils dissimulent leur intention réelle, en affichant partager les règles et principes régissant la vie collective occidentale. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie de cette phrase? En fait, les musulmans qui disent ouvertement qu'ils s'adaptent à la République, qu'ils acceptent les lois, qui, respectent les lois de la République, en fait, ils sont sous taquilla. Ils mentent. C'est pas vraiment ce qu'ils pensent. Et en fait, ils sont en train de préparer des plans pour tout renverser. De fait, les entretiens conduits ont mis en évidence un relatif affaiblissement de la matrice idéologique qui apparaît dépourvue de substance réelle depuis les milieux des années 2010. Ok, donc là j'ai l'impression que le rapport dit que même depuis les années 2010, ça baisse. Ok, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de grand danger, quoi. J'ai envie de dire, même si vraiment il y avait un truc comme ça, il y avait une organisation des frères musulmans qui faisait ça, j'ai l'impression que leur influence est assez faible. Leur pouvoir de nuisance est assez faible. Leur pouvoir tout court est assez faible en France. Tu respectes, t'as tort. Tu respectes pas, t'as tort. Pile tu es hétéro, face tu es islamiste. Exactement. La lutte contre l'islamophobie constitue l'un des leitmotifs des frères musulmans qui utilisent le concept pour discréditer les mesures inspirées par le principe de laïcité présenté comme relevant d'un racisme d'État. Par exemple, quand on va dire que les lois sur l'abaya, qui consistent en fait à surveiller la longueur des jupes des filles noires et arabes dans les lycées ou dans les collèges, et on dit que ça c'est un peu raciste, ils vont dire non, c'est la laïcité. Et si en fait vous dites que cette surveillance des jupes longues, cette surveillance des jeunes filles et des tenues qu'elles portent, c'est islamophobe, alors vous êtes un frère musulman. Vous êtes un islamiste. Dénoncer l'islamophobie sur le port de l'abaya dans le lycée, c'est être un frère musulman. Le concept est piégeux, hein, alors que le concept de frérisme n'est pas piégeux. Mais le concept de islamophobie, lui, il est piégeux. La critique de l'islam en tant que religion. Donc ça, c'est le truc habituel de faire croire. On trouve que c'est islamophobe simplement de critiquer la religion et on parle pas des actes. Mais nous, on parle des actes islamophobes, des politiques islamophobes. Vous pouvez critiquer l'islam tant que vous voulez. On parle des politiques islamophobes. Oui, vous êtes frères musulmans. Vous êtes tous frères musulmans ici. Hein.
Informé par un think tank britannique, le concept se diffuse plus largement après le 11 septembre 2001. En fait, on nous explique, il y a un truc un peu bizarre, c'est que avec les attentats de 2001, le racisme à l'égard des musulmans s'est aggravé, agrandi. Et donc, c'est là qu'est apparu, vu qu'il y avait beaucoup de racisme à l'égard des musulmans dû à une autre séquence historique, c'est-à-dire qu'il y a eu la fin de l'URSS, il y a eu la fin du rêve communisme, et donc la fin de l'ennemi principal pour l'Occident qui était le communiste. Donc, vu qu'il n'y avait plus l'ennemi principal, le communisme, il y a eu un nouveau ennemi principal qui a émergé, c'est le musulman. Et en fait, à partir de ça, il y a le racisme anti-musulman qui a augmenté. Et vu que le racisme anti-musulman, on observait une montée de ce racisme anti-musulman, il y a un mot qui est apparu, qui est le mot islamophobie. Pour eux, c'est un complot. Pour moi, le fait que le mot islamophobie a été davantage utilisé après les années 2000, c'est une preuve de la montée de l'islamophobie, en fait. On a dû utiliser un terme pour qualifier d'un processus, d'une tendance qui était en train de s'augmenter, qui était en train de s'intensifier. C'est pour ça que le terme, il est revenu sur l'espace public. C'est parce qu'il y avait une montée des actes anti-musulmans, des idéologies anti-musulmanes. Non, pour eux, c'est un complot. L'UOIF ou Musulmans de France ont conservé un positionnement prudent sur le sujet, laissant la main à des associations de la mouvance identitaire CCIF, CCIE, au premier chef. L'utilisation du concept par des acteurs relevant de la mouvance frériste ou proche d'elle est régulièrement relevée. Non mais voilà. C'est en gras, on ne sait pas quelles sont leurs preuves, on ne sait pas quelles sont leurs sources, on ne sait pas de qui ils parlent, mais voilà, le CCIF, le CCIF serait frères musulmans. Non mais j'en ai marre. Oula, attends. Une porosité existe entre militants de la lutte contre l'islamophobie et décoloniaux. Plusieurs figures et organismes jugés comme activistes décoloniaux se sont ainsi distingués en la matière, à l'instar du Parti des indigènes de la République, dont le discours évoque la rhétorique des frères musulmans. Ah ok, donc en fait, nous aussi, on est frères musulmans. Alors les gens, si ça peut vous dire à quel point ils sont dans une dinguerie, jamais de ma vie, je n'ai parlé avec quelqu'un qui se revendiquait des frères musulmans et qui m'a parlé des frères musulmans et qui m'a dit « Ah, tu voudrais rejoindre l'organisation des frères musulmans ?» Jamais. Mais bon, voilà, maintenant on est frères musulmans, nous aussi. Bon, allons-y. Mais on est les frères musulmans, tellement nuls, il n'y a pas une seule femme voilée dans nos milieux. Au sein du pire, il n'y a pas de femme voilée. C'est-à-dire à quel point on était sous taquilla, quoi. De façon plus générale, les interfaces entre mouvance frériste et militantisme intersectionnel existent, mais restent à ce jour ponctuelles. Exemple, marche nationale contre l'islamophobie du 10 novembre. Du fait des divergences importantes, notamment la question LGBT, point de désaccord difficilement dépassable. J'ai l'impression que ça va, il y a quand même des échanges, il y a des dialogues. Si nous, on est les frères musulmans, j'ai l'impression qu'il y a quand même des échanges et des dialogues. Donc là, perte d'influence dans le monde arabo-musulman, ok, on s'en fout, ok. Frères musulmans perdent de l'influence dans le monde en Égypte, en Arabie Saoudite, ok, génial, super, je m'en bats les couilles. Ah, il y a la France. Les frères musulmans ont privilégié en Europe, une stratégie d'influence, voire d'entrisme, à l'appui d'une idéologie adaptée et d'une méthode projetée sur le long terme. Mais en fait, on lit leurs trucs, on a vraiment l'impression que les frères musulmans se sont réunis et ont décidé d'un plan d'action. Et que là, ce que feraient les frères musulmans et ce que feraient les musulmans dans leur ensemble, serait en fait un plan concerté entre eux et qui serait en train d'appliquer le plan. Et là, on est dans une logique totalement conspirationniste. Et que, en fait, quand des musulmans s'insurgent contre l'islamophobie, ils sont en mode « Ouais, c'était dans le plan ». Ils avaient déjà pensé, en fait. Ils sont juste en train de mettre en place le plan, qu'ils avaient discuté ensemble et tout. C'est tout. Faut pas se laisser berner. Ils luttent pas vraiment contre le racisme dont ils sont victimes. Ils sont juste en train d'appliquer leur plan pour imposer la charia. Mais oui, fille, depuis tout à l'heure, j'écoute et des fois, j'oublie que tu lis un vrai texte officiellement. Tellement c'est fou. Oui, c'est un texte officiel de l'État français. Ils ont constitué à l'échelle européenne un ensemble de structures chapeautant des sections nationales à l'image de structures d'origine de la confrérie. Les frères musulmans ont procédé dans chaque pays à l'inculturation de leur organisation. En fait, l'inculturation de leur organisation, en gros, ils se sont intégrés. Ce qui ne veut pas le dire, c'est que en gros, les musulmans se sont intégrés à leur pays, au pays dans lequel ils sont. Mais là, ça devient l'acculturation de leur organisation. Oui, ils se sont intégrés. Même t'intégrer, ça fait partie du plan machiavélique pour imposer la charia. C'est-à-dire, tu deviens un Français qui est dans la République, qui respecte les lois, qui respecte le cadre légal. Il veut imposer la charia. Ils ont pété les couilles 40 ans pour l'intégration, maintenant c'est notre faute, les Arabes. Mais oui, c'est... Je sais plus quoi dire, quoi. Le CEM est l'organisation la plus marquée par le cercle restreint de la mouvance. Le Conseil des musulmans européens. Selon Ben Mansour, d'un budget de 300 000 €, le CEM semble constituer un pivot du financement des fédérations musulmanes. 300 000 €. On est d'accord que c'est de la merde. Attendez. Vous voulez dire que l'organisation principale en Europe, le Conseil des musulmans européens, bénéficie de
300 000 euros par an, c'est ridicule. Alors, moi, si je comprends bien, l'Europe est menacée par une organisation qui bénéficie de 300 000 euros. Il y a un problème. Si c'est vrai, c'est qu'il y a un problème au niveau européen. Le CA de la Zawaprod, quand tout va bien, mais oui, c'est notre niveau à nous. Alors dites-vous, c'est comme si la Zawaprod, elle menaçait l'Europe en imposant la charia. En fait, il y a un moment donné, il faut raison garder et voir les faits objectivement. Objectivement, quel est le pouvoir de cette... Je veux dire, même en partant du principe que le CEM, c'est les frères musulmans, bah, ils disposent d'un budget de 300 000 euros. Voilà. Au niveau européen, moi, si je comprends bien, au niveau européen, où il y a 150 000 lobbies sur 150 000 sujets, et qu'en fait, c'est accepté qu'il y ait des lobbies sur tous les sujets, la pêche, le sionisme, LGBT, les chasseurs, bref. Voilà, au niveau européen, c'est la lutte des lobbies. Il y a des musulmans qui jouent le jeu des lobbies et ça devient l'entrisme islamique. On est d'accord, les gens, qu'au niveau européen, c'est la guerre des lobbies. Il y a des lobbies de toutes sortes. Par contre, un lobby musulman, c'est l'entrisme islamique. Donc, tu veux dire, s'il y a un lobby LGBT, c'est l'entrisme LGBT. S'il y a un lobby sioniste, c'est l'entrisme sioniste. S'il y a un lobby pour les intérêts juifs, c'est un lobby juif. C'est un entrisme juif. Donc en fait, les musulmans n'ont pas le droit de jouer le même jeu que les autres organisations, que les autres communautés, que les autres populations. Non. Eux, non, ils veulent imposer la charia. Le Parlement européen et ses députés sont particulièrement ciblés. Mais attendez, les députés européens, je pense que par jour, ils doivent voir 10 personnes qui font du lobbying. Les gens, intéressez-vous au fonctionnement au niveau européen et regardez la force des lobbies. Il y a des lobbies de toutes sortes. Il y a vraiment 150 000 lobbies pour défendre 150 000 intérêts différents. Mais là, quand c'est des musulmans, ça devient un problème. Et tout ça avec 300 000 euros, effectivement, Cœur Franc. On rappelle, hein. Alors, la France, les musulmans de France, ok. À date, le cercle restreint de la branche française des frères musulmans susceptibles d'être assermentés serait estimé selon les observateurs attentifs de la mouvance à 400 personnes et n'excéderait pas, en tout état de cause, un maximum de 1000 personnes. Et c'est ça qui menace la France. Ok, non mais ils sont forts, non mais ils sont efficaces. 1000 personnes, ok. Au total, 139 lieux de culte affiliés à musulmans de France sont recensés sur le territoire national. D'accord. Il faudrait d'ailleurs voir l'idéologie de musulmans de France. Moi, je vous invite à aller voir vous-même ce que partagent musulmans de France. Et moi, ça m'a l'air d'être assez intégrationniste, musulmans de France. Mais allez voir par vous-même. Allez voir. Mais déjà, c'est un problème. 68 considérés comme proches de la fédération. Ok. Soit 7% des 2800 lieux. Des pourcents des lieux couverts sur la période 2010-2020 sont affiliés aux musulmans de France, 45 sur 470. La fréquentation globale des mosquées affiliées aux proches de la mouvance s'élève en moyenne à 91 000 fidèles. Donc ce chiffre est à mettre en regard des 11% de la population française. Donc sur 7,5 millions de musulmans en France, il y a 91 000 fidèles. Attends, on résume. Sur 7,5 millions de musulmans en France, il y a 91 000 fidèles qui, le vendredi, iraient dans des mosquées qui seraient proches des musulmans de France, qui seraient proches des frères musulmans. Comme si en plus, aller à une mosquée, c'est... voilà, tu deviens frère musulman. Aller le vendredi à une mosquée, tu vas dans n'importe quelle mosquée qui est à côté de chez toi. Voilà, juste pour dire, pour les gens qui connaissent pas comment tu fréquentes une mosquée, 90% des musulmans, comment ils fréquentent la mosquée, ils vont à la mosquée à côté de chez eux. Donc ça ne veut même pas dire que s'ils vont dans cette mosquée, ils adhèrent au discours de la mosquée. Mais là, qu'on se rende bien compte, on dit que sur 7,5 millions de musulmans, il y en a 91 000 qui, le vendredi, vont dans les mosquées qui seraient proches des frères musulmans. Arabe égale arabe égale arabe égale arabe égale nazi. Non mais c'est... Musulmans de France ne revendiquent aujourd'hui l'affiliation que de 53 associations. Les éléments réunis font toutefois état de 280 associations rattachées à la mouvance, ok, ils auraient des financements jusqu'à 2019 du Qatar, Koweït, ok. Alors attendez, plusieurs étapes successives peuvent être distinguées dans ce processus continu de recherche de légitimation et de respectabilité. En gros, tu as des acteurs musulmans qui ont essayé d'être légitimes aux yeux de la République, et respectables aux yeux de la République, et dans leur tête, c'est un plan machiavélique. Ces musulmans essayent de nous prouver qu'ils sont respectables et légitimes. C'est bizarre. Ce sont des dangereux musulmans. Oui, c'est un affront. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que les musulmans essayent de montrer qu'ils sont respectables et légitimes, et 40 ans qu'ils sont en mode gouvernement et en mode ça c'est un plan machiavélique pour imposer la charia. Comme quoi l'intégration c'est vraiment de la merde. Exactement. Quelle meilleure preuve de la véracité de nos discours est
Même si tu veux t'intégrer, tu resteras pour eux un arabe. Tu resteras un arabe. Tu peux faire tous les efforts possibles et inimaginables pour montrer que tu es un musulman arabe noir qui respecte la République et la laïcité. Tu resteras dans leur tête un gars suspicieux. Tu resteras dans leur tête suspicieux. Ils seront en mode, pas sûr. Mouloud, pas sûr. Vas-y, mange du porc pour voir. Vas-y, mange du porc. Putain, mais t'es tellement un mytho que même tu fais exprès de manger du porc. Waouh. Ça va trop loin ton mensonge. Non, mais je te crois pas. Oui, je connais la takia. Oui, je sais que vous pouvez faire semblant de manger du porc. Et même vous pouvez manger du porc et rester islamiste. Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas sur moi. Non, je te crois pas. Je te crois pas. Vas-y, convertis-toi. Deviens athée. Ah non, mais non, moi j'y crois pas. Je pense que t'es pas un vrai athée. Je pense que tu le caches. Tu sais la preuve? Zainab El Razoui. Elle nous a fait croire pendant 30 ans qu'elle était athée et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a défendu le Hamas et les Palestiniens. Elle était sous takia. Donc vous allez pas me la faire. Non mais oui, à un moment donné, tu peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. À partir des années 80, la mouvance se constitue en un cadre unique et cherche à s'inscrire dans le cadre légal, c'est-à-dire la perfidie des musulmans qui essayent de respecter la loi. Ouais, non mais oh! Quand est-ce que votre haine va s'arrêter en fait? Vous êtes horrible quoi. Là, vous avez essayé de respecter la loi quoi. Non mais... Dans les années 90, marquées par les attentats de JA en France et de la guerre civile en Algérie, l'UOIF tente de rassurer les autorités publiques en orientant ses activités sur les enjeux domestiques du culte musulman français, se présentant comme un rempart contre le terrorisme. Et lisse son image. Mais ils auraient dû faire quoi en fait l'UOIF? Il y a des attentats en France, l'UOF est en mode « Ah non, mais c'est pas nous, hein. Nous, regardez, voilà de quoi on fait, on respecte la loi, on respecte la République, on lutte même contre le terrorisme. » Ils sont en mode « Non, vous êtes du même camp. » Et d'ailleurs, votre tentative de nous prouver que vous n'êtes pas du même camp prouve au fond que vous êtes du même camp. Oui, il n'y a que de la suspicion. Oui, que de la suspicion. Tout ce que fait l'UOIF est suspect. Quoi que fasse l'UOIF, ça rentre dans leur projet de domination pour imposer la charia en France. Voilà le niveau de conspirationnisme. Quoi que tu fasses, tu vas imposer la charia. Les années 2000 marquent un tournant essentiel pour l'organisation qui est intégrée au Conseil français du culte musulman. Donc, alors, je rappelle que le Conseil français du culte musulman, c'est une création de Sarkozy pour encadrer l'islam. Et là, l'UOIF, dirigé par les frères musulmans qui seraient des dangereux islamistes qui voudraient imposer la charia, se dit, bon, bah, ok, on intègre le CFCM, et ça, ils sont en mode, ils cherchent la légitimité. L'UOIF reçoit ainsi une forme de légitimation. Et cette respectabilité nouvelle a accentué le développement des écosystèmes au plan local. Donc, en fait, c'était un plan de l'UOIF pour conquérir la France. Voilà, dans tous les cas, c'est un plan pour conquérir la France, quoi qu'il fasse. Musulmans de France affirment aujourd'hui vouloir se désengager de ces activités non cultuelles. Cette récente prise de position n'est probablement pas sans lien avec la crainte des cadres dirigeants d'une dissolution administrative. Il y a parfois, vous faites des choses sans être des pourris, l'UOIF ou quoi, non? Cette spécialisation toujours plus poussée de ces organes est cohérente avec l'histoire de l'organisation. Elle vise surtout à laisser croire qu'il ne s'agit plus d'entités fréristes et à rendre plus difficiles les éventuelles entraves dont ils pourraient faire l'objet. J'ai déjà de la conclusion de l'enquête, il n'y a plus qu'à trouver les preuves. Mais oui, tous les éléments qui rassemblent, peu importe les éléments qu'ils ont en tête, ne servent qu'à prouver que les frères musulmans dominent la France. Voilà. Quoi qu'il en soit, quand ils sont intégrationnistes, c'est pour conquérir la France. Quand ils sont plus intégrationnistes, c'est pour conquérir la France. Quand ils décident de changer, de ne plus s'intéresser à la politique, c'est pour conquérir la France. Quand ils décident de s'intéresser à la politique, c'est pour conquérir la France. Quand ils s'intègrent dans le truc de la République, c'est pour conquérir la France. Quand ils s'en sortent, c'est pour conquérir la France. Alors, les marqueurs du discours du 1 au plan religieux, l'UOIF, les musulmans de France ont porté publiquement un discours religieux d'adaptation aux réalités françaises. Okay, c'est ce que je dis depuis le début. Je relis. Au plan religieux, l'UOIF puis musulmans de France ont porté publiquement un discours religieux d'adaptation aux réalités françaises. Ok. Vis-à-vis des pouvoirs publics, ils affirment avoir vulgarisé la jurisprudence des minorités en insistant sur les finalités. Supériorité du mariage, du divorce civil, rupture du ramadan pour passer un examen, autorisation de l'acquisition de la nationalité d'un pays non musulman. Donc en gros, ils ont mis plein de choses pour s'adapter à la République, pour s'adapter au fonctionnement français. Mais c'est pas suffisant. Tarek Oubrou, qui se situe en cela à la marge de la communauté musulmane, est allé jusqu'à remettre en cause le principe d'une visibilité islamique au profit d'une spiritualité intériorisée. Les gens, vous savez peut-être pas à quoi ça fait référence, je vais vous montrer à quoi ça fait référence, vous allez voir. Vous allez voir à quel point ce rapport est une folie. Voilà la déclaration de Tarek Oubrou, pour vous dire à quel point c'est honteux.
Alors, vous insistez sur la nécessité d'une visibilité discrète de l'islam. Pourquoi ? Toute religion qui se respecte a besoin de calme et de sérénité pour permettre d'accomplir dans la spiritualité. Pour cela, il faut savoir faire des compromis. En France, la laïcité permet l'expression religieuse en privé et en public tant que cela ne trouble pas l'ordre public. Les musulmans ont donc le droit de porter le voile, mais elles se heurtent à la culture. Or, la culture est souvent plus normative que la loi. La société n'aime pas avoir des signes religieux dans l'espace public. Si les musulmans de France veulent s'intégrer, il faut donc qu'ils adoptent le comportement de prudence de l'animal qui, quand il pénètre un univers qu'il ne connaît pas, minimise ses mouvements et réduit prudemment sa visibilité pour ne pas s'exposer. Depuis les années 80, l'islam en France est entré dans une surenchère pratique et des revendications provoquant des réactions de plus en plus hostiles. Pour moi, la discrétion est aujourd'hui la seule solution pour préserver la démocratie. Donc en gros, parce que déjà, le musulman de France, quand il pénètre un univers qu'il ne connaît pas. On est né en France, monsieur Tariq Oubrou. Le seul univers que je connais, moi, dans ma vie, et le seul univers que connaissent les jeunes filles qui portent le hijab, c'est la France. Je veux dire, il faut que tu arrives à comprendre, monsieur Tariq Oubrou, que la majorité maintenant des musulmans en France sont nés en France et que c'est leur univers. Et là, il est en mode, alors attention les musulmans, parce qu'il y a plus en plus de racistes, donc soyez discrets. Dites-vous que même le journaliste du Point a dit, mais est-ce que c'est pas humiliant pour les musulmans ? Même lui, même le journaliste, mais c'est pas un peu humiliant ? Et voilà ce que le rapport, quoi. Voilà, il fait l'éloge de Tariq Oubrou. Hein. Le discours public de l'UEF depuis des musulmans de France mobilise largement par ailleurs les thèmes suivants. La préservation des religions contre une assimilation des musulmans dans un espace sécularisé. La mise en place du filière halal, la promotion de la finance islamique et l'accent mis sur le port du voile sont devenus des symboles de cet engagement. Ok, donc j'imagine qu'en gros, tu as des musulmans qui souhaitent que les musulmans, tout en étant français, continuent à être musulmans. Et notamment à manger halal. Waouh, extraordinaire. Vous savez qu'il y a des juifs qui veulent que les juifs continuent à manger du kasher. Je pense qu'il faut s'inquiéter là. Il faut s'inquiéter parce qu'il y a des juifs, ils veulent manger kasher. Est-ce qu'on n'est pas dans l'entrisme juif ? La défense de la communauté musulmane en France contre les propos ou actes réputés anti-musulmans. Le thème donc en gros, il y a des actes anti-musulmans et la stratégie de l'entrisme islamique, c'est de se défendre contre les actes anti-musulmans. Ok, génial, incroyable. L'engagement dans la vie associative et publique pour faire valoir une identité musulmane. UAF puis Musulmans de France ont toujours encouragé leurs adhérents à se mobiliser dans la vie citoyenne, comme témoignage de leur religion. Attends. Donc en gros, tu as l'UEF et les Musulmans de France qui sont en mode « Hey, les musulmans, restez pas à l'écart, participez à la vie associative ». Et oui, ils sont en mode « Pour faire valoir une identité musulmane ». Non, en fait, il est juste en mode « Participer à la vie citoyenne ». Vous êtes des citoyens français, vous n'avez pas à rester à l'écart de la société. Vous aussi, vous devez participer à la vie active de la citoyenneté française, aux vies associatives qu'il y a en France. Et c'est devenu l'UOIF pousse les musulmans à faire de l'entrisme dans l'associatif. Non, juste à participer à la vie collective. Plus les mots, les gens, j'ai plus les mots. La solidarité avec le monde musulman de par le monde, au diapason de la communauté islamique, la défense des Ouïghours en Chine ou des Rohingyas en Birmanie, et surtout la cause palestinienne ont constitué des marqueurs forts de l'organisation. C'est un problème. Il y a une solidarité musulmane à travers le monde et c'est un problème. Ça, c'est une preuve de l'entrisme islamique. Et en plus, ils ajoutent, néanmoins, au fil des années et à la suite d'accusations d'antisémitisme, Musulmans de France s'est attaché à rester dans le seul cadre du culte, appelant à des prières collectives pour les victimes. Cette approche est particulièrement observée depuis le 7 octobre 2023. Donc vous avez tellement été répressifs à l'égard des musulmans qu'ils osent même plus agir politiquement quand il y a des dingueries qui se passent dans le monde. Et c'est toujours en mode, ils se sont adaptés. Là, maintenant, ils sont en mode défensif. C'est bon, les gens, ça me fatigue, quoi. Ça fatigue. Le secteur éducatif apparaît comme la priorité de la branche française à un degré qui la distingue des homologues européens. En septembre 2023, sur un total de 74 établissements confessionnels musulmans. 74, il y a seulement 74 écoles musulmanes en France. C'est ça, l'infiltration islamique ? C'est ça l'entrisme. 74 écoles musulmanes. Alors, un territoire accueille 12 500 élèves. Il y a 12 000 élèves musulmans dans les écoles musulmanes. 21 établissements étaient identifiés comme liés à la mouvance. Alors, identifiés comme liés à la mouvance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont frères musulmans. C'est qu'il y a des gens islamophobes qui disent « Ouais, cette école, elle est liée à la mouvance ». Voilà le niveau d'analyse. Ils accueillent un total de 4200 élèves. Donc, en gros, il y a 4200 élèves en France qui sont dans des collèges qui seraient identifiés comme liés à la mouvance des frères musulmans.
Seuls 5 établissements musulmans disposent d'un contrat d'association avec l'État. Donc, déjà, c'est une question à se poser. Comment ça se fait qu'il y a si peu d'écoles musulmanes qui disposent de ces contrats, quoi? Moi, je veux voir, c'est quoi Est-ce qu'il y a des chiffres, quoi? Si leur nombre reste modeste, comparé aux 8000 établissements catholiques et aux 300 écoles juives. Attendez, et il y a combien d'écoles musulmanes? 74. Attendez. Faut qu'on revienne sur les faits. L'entrisme islamique. 74 écoles musulmanes. 12 000 élèves. Contre 8000 établissements catholiques et 300 écoles juives. Il y a combien de musulmans en France? Il y a 7,5 millions de musulmans en France. Quelqu'un peut me faire la division de 74 écoles par rapport à 7,5 millions de musulmans? Ça fait combien? Combien d'écoles par rapport au nombre de musulmans? Et je voudrais qu'on fasse pareil avec les écoles juives et les écoles catholiques pour qu'on voit à peu près où on en est sur le niveau de l'entrisme islamique en France. Combien de juifs en France? 600 000, non? 1 pour 100 000. Donc, en gros, une école musulmane pour 100 000 musulmans. OK. Et pour les juifs, 600 000, 300 par rapport à 600 000. Donc, une école musulmane pour 100 000 musulmans. Et aussi, maintenant, sur les catholiques aussi. Donc, une école pour 100 000 musulmans, une école pour 2000 juifs. Et les catholiques, c'est combien? Et alors, les catholiques, je voudrais même pas compter. Je pense qu'il y a plus d'écoles, d'écoles catholiques qu'il y a de catholiques en France. Et ça, les gens, je suis pas en train de vous dire, il y a une dinguerie, il y a trop d'écoles juives ou quoi. Non, pas du tout. C'est juste pour dire, mais l'entrisme islamique, ça a l'air d'être de la merde. Il n'y a pas d'entrisme islamique. La puissance des musulmans en France, elle est Kutchi. C'est-à-dire, même en partant du principe que les écoles musulmanes étaient 100% frères musulmanes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce que montre ce rapport, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir. C'est une folie. L'investissement de la mouvance dans le secteur éducatif se déploie ainsi dans un contexte d'augmentation continue des atteintes à la laïcité recensées en milieu scolaire, alimentées par la... en gros, vous avez des profs islamophobes qui vont dire « Oula, il y a Rachid qui n'était pas content quand j'ai parlé d'islam, je vais le remonter. Des associations caritatives foisonnantes. Attends, ça, c'est un problème, ça aussi? Genre, en plus, maintenant, les musulmans font du caritatif, c'est aussi un problème. Non, mais c'est bon. Il y a un moment donné, c'est bon. En fait, on n'a rien le droit de faire, en fait. Dites-nous juste ce qu'on a le droit de faire. C'est bon. Là, même du caritatif, même, on donne de l'argent à des associations caritatives. Alors, leur plan machiavélique à travers Yuma Charity, le Secours islamique et tout, c'est de promouvoir la solidarité et de venir en aide aux plus démunis pour imposer la charia. C'est machiavélique de venir en aide aux pauvres, aux nécessiteux, tout ça pour imposer la charia. Voilà, non mais c'est sûr. Takia everywhere. Oui, non mais c'est ça. Hein. Non mais c'est bon. T'as le droit de partir du pays en gros. Oui, je crois que c'est le seul droit qui m'accorde. Hein. La définition de l'islamisme résulte aujourd'hui principalement d'un activisme militant créé au plan municipal. C'est bon. Les gens, je suis fatigué. C'est bon. Je suis fatigué. C'est bon. J'en ai marre. Ce rapport est une folie, quoi. Kamel Daoud a pu rappeler que les associations ont constitué la première cible des islamistes en Algérie dans les années 80. C'est vrai que comparer l'Algérie des années 80 et la France 2025, c'est vrai qu'on est face à deux situations complètement semblables. Ah oui, c'est les deux mêmes pays, c'est les deux mêmes situations. Hein. Par exemple, dans les années 80, la société en Algérie était une énorme majorité à 80-90% musulmane, et en France... Attendez, non. Bon, certes, on est dans l'exact inverse. C'est-à-dire que les musulmans représentent que 10% de la société musulmane, mais on peut quand même faire le comparatif entre la France et l'Algérie des années 80. Ça me semble évident, non? C'est pareil. Les écoles coraniques, ok, donc en gros, il y a des parents qui inscrivent leurs élèves pour qu'ils apprennent le Coran. C'est très grave. Je pense qu'il faut faire quelque chose contre les musulmans qui veulent apprendre le Coran. On est où là? Est-ce qu'on n'est pas à deux doigts de Daesh? Il y a des musulmans, ils essayent d'apprendre le Coran et ça vous alerte pas. Moi, je trouve ça un peu chelou. Je trouve ça un peu bizarre, ces musulmans qui essayent d'apprendre le Coran. Je sais pas, ils sont bizarres. Le football, le basket et le sport de combat sont particulièrement ciblés par les menées... Ouh là là... Séparatistes. Vraiment, la stratégie du séparatisme en allant dans les clubs de sport, pour moi, c'est vraiment une stratégie à laquelle je n'avais pas pensé. Les gens. J'ai une idée de plan séparatiste. Et si, pour mettre en place notre séparatisme... on allait se mélanger avec le reste des citoyens français à l'école, dans le milieu associatif et même dans les clubs de sport. Je propose ça comme... dites-moi ce que vous en pensez de mon idée. Le séparatisme
par le vivre ensemble. Le séparatisme par le fait d'aller chez eux, dans leurs associations et tout. Vous n'y avez pas pensé. Même quand on va dans les clubs de sport, on est séparatiste. C'est big brain, big brain, big brain. Même lorsque les règles d'interdiction étaient dictées au niveau de la fédération nationale, son application par les échelons départementaux est très variable. Ainsi, dans un département très touché par le séparatisme islamiste, c'est quoi ? Ils ont un critère des départements touchés par le séparatisme et tout. C'est quoi vos critères ? C'est quoi ? Est-ce qu'on peut avoir le document nous montrant le classement des départements, quel degré de séparatisme islamiste sont touchés les départements ? Est-ce qu'il y a un document qui nous recense le niveau de séparatisme islamiste selon les départements? Moi, je veux bien le voir, ce document, s'il existe. Et quels sont les critères ? Voilà. Quels sont les critères qui vous permettent de mesurer le degré de séparatisme islamiste selon les départements ? Si je peux avoir ça, parce que moi, je crois au travail scientifique. Je crois. Si officiel, les dirigeants des districts, voire des ligues de football, sont généralement, selon les préfets, peu engagés dans la lutte contre les menées séparatistes, guerre porteuse pour les élections internes. Non, c'est... Tu sais, ils ont toujours le truc un peu machiavélique. Et en fait, ils font ça pour les élections, pour conquérir la France et tout. Tu sais, c'est peut-être... Je pense qu'il y a beaucoup de blancs dans les clubs de sport, de blancs et de blanches, qui ne veulent pas appliquer ces programmes-là parce qu'ils trouvent que c'est raciste. Ils s'en foutent des élections, ils s'en foutent de garder leur place, ils sont juste en mode, c'est juste raciste en fait, on est au club avec eux, il n'y a aucun problème, on va pas mettre en place des trucs qui sont racistes. Non, c'est pour imposer la charia. Je rappelle, le maître mot, tout ce que font les musulmans, c'est pour imposer la charia. Rassemblant plus de 65 000 adhérents, parmi lesquels 29 structures apparaissent fondées ou noyautées par des tenants de l'islam radical, majoritairement salafistes, et 5 fréristes, ok. Rassemblant plus de 11 000 adhérents. Leurs dirigeants ou entraîneurs adoptent une attitude prosélyte, mettant en avant l'identité arabo-musulmane et développent des pratiques religieuses, prières collectives d'avant-match. J'ai envie de dire, à la rigueur, les gens, à la rigueur, si des salafs ont envie de créer leur club de salaf et que avant de jouer le match, ils font leur prière dans leur vestiaire, j'ai envie de dire, et alors ? Et alors, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai joué contre... Moi, quand j'étais petit à Saint-Chamond, c'était pas un club officiel, mais vous savez qu'on allait au stade quand t'es petit, qu'il y a des matchs qui s'organisaient et tout. Il y avait une équipe, c'était que des barbus et des salafs. On jouait au foot, il y avait aucun problème. On jouait au foot, ils finissaient le match, ils allaient à la mosquée prier, ils revenaient après, ils rejouaient au foot. Voilà, fin du débat. Prière avant un match, c'est pas un peu triché, effectivement. Si le chiffre peut paraître modeste au regard des 156 000 structures sportives recensées au plan national et de leurs 16 millions... Ah oui, attendez. Il y a 11 000 adhérents qui seraient proches du salafisme sur 16,5 millions de licenciés. C'est quoi le pourcentage ? C'est quoi ? C'est 0,001%? C'est ça, on est d'accord. Il y a 0,05% des adhérents qui appartiennent à des structures qu'on pourrait qualifier de salafistes. Vite, organisons un conseil de défense. Il y a un conseil de défense. Je rappelle que Macron a organisé un conseil de défense suite à ce rapport. On est finito, les gens. Où on apprend qu'il y a 11 000 adhérents sur 16 millions qui appartiennent à des clubs qui seraient plus ou moins salafistes. Non, oui, on rigole, mais c'est ultra grave, oui. Oui. C'est bon, quoi. Susciter une prise de conscience des effets de l'islamisme politique en France. Sa temporalité moins immédiate, cela présente que celle représentée par le risque terroriste, entre un islamiste qui creuse son sillon à une génération et radicalisée susceptible de passer à l'acte, l'arbitrage est fait. Attends, là déjà ils sont en train de nous comparer, là, parce que pour eux je suis dans les frères musulmans, ils sont en train de nous comparer à des terroristes. On est d'accord. Ils sont en train de dire, oui bon, la temporalité elle est plus longue, mais en fait, en gros, ce sont des terroristes en puissance. Le culte du secret et l'effet de le caractère local, la dimension européenne, la difficulté à démêler ce qui relève de visée subversive. Et je rappelle que tout le long du rapport, on voit que les musulmans essayent de s'intégrer, mais que tout le long du rapport, leur effort d'intégration est vu en fait comme un double discours qui sert un plan diabolique de renversement de la France et de l'imposition de la charia. Non mais c'est badant, hein. En France, les pouvoirs publics ont défini le séparatisme comme visant à affaiblir, voire à détruire la communauté nationale, en vue de... Affaiblir, voire détruire la communauté nationale, laquelle, en vue de remplacer celle-ci par des nouvelles formes d'allégeance et d'identification en rupture avec la tradition démocratique et républicaine. Et les gens, ils pourraient facilement mettre la France insoumise là-dedans. Hein. Je rappelle que déjà, ils ont exclu la France insoumise du cadre républicain. Les gens, rendez-vous compte à quel point cette définition est badante et ultra dangereuse, pas seulement pour les musulmans. Ah, mais dès qu'ils auront l'occasion de dissoudre la LFI, ils le feront, bah oui.
Il s'appuie sur une démarche idéologique politique ou politico-religieuse visant à couper l'individu citoyen de son cadre national, en participant aux associations, en allant à l'école, en allant dans les clubs de sport, en s'adaptant à la société française et à la société européenne. Donc tout le long du rapport, on voit que les frères musulmans seraient tellement perfides qu'ils sont dans une stratégie de dissimulation où ils adaptent les codes islamiques à l'Europe et ils incitent les musulmans à participer à la vie citoyenne. Mais en même temps, leur projet, ce serait de couper l'individu citoyen de son cadre national. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Quelle est la logique avec tout ? Vous avez relu votre rapport ou quoi ? C'est quoi le truc ? Il s'affirme contre la nation comme source d'identité collective en établissant des clôtures définitives entre les individus et les groupes. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la France qui est en train de faire ça. C'est les fachos qui sont en train de faire ça. Mais bon. Certes, le projet frériste peut présenter en les dissimulant les symptômes du séparatisme via les écosystèmes locaux. Et il partage avec le CIF. Oh non, mais c'est bon. J'en ai marre. Mettre en haut de l'agenda le dossier relatif au culte musulman. Ah oui, j'imagine bien. J'imagine bien que vu la crise économique, vu la crise politique, vu la crise climatique, vu la colère des gens qui est en train de monter, vu que les gens ne peuvent plus vivre, ils sont dans la galère, j'imagine que pour vous, c'est utile de mettre en haut de l'agenda les dossiers relatifs au culte musulman. Oui, j'imagine bien. On peut appeler des vœux l'émergence d'une troisième voie universitaire moins idéologisée. Non, vous, c'est pas du tout... Dites-vous, dans leur tête, ce rapport n'est pas du tout idéologique. Hein. Non, il est objectif. Et plus ancré sur des savoirs objectivés. Oui, bien sûr, mon cul, c'est du poulet. Connaître les aspirations de la population musulmane. Attends, ça me concerne, donc on va voir. Un sentiment de malaise français, pour le dire moins, prévaut chez les musulmans, dans un contexte où l'islam reste principalement évoqué sous un angle négatif et demeure légèrement instrumentalisé par la minorité extrémiste qui s'attache à rendre le discours victimaire hégémonique. Il n'y a pas un seul moment, ils ne se demandent pas... Attendez. Il n'y a pas un seul moment, ils ne se disent pas comment ça se fait qu'on se sent malaise en France. Non, c'est à cause des salafs. C'est à cause des salafs. Les Français musulmans se sentent mal à l'aise en France, mais c'est pas à cause de nous, c'est à cause des terroristes. Voilà. C'est à cause des islamistes, c'est à cause des frères musulmans. Il n'y a rien à voir avec tout le contexte islamophobe du moment. Non, rien à voir, par exemple, avec le ministre de l'Intérieur qui dit abat le sang, vive le sport, abat le voile. Non, c'est les frères musulmans. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de mieux appréhender les aspirations de la population musulmane afin de notamment limiter sa perméabilité à l'islamisme. Et peut-être le fait qu'on vive mieux. Je veux dire, avoir comme priorité qu'on soit moins islamiste, je veux dire, vous pouvez avoir comme priorité qu'on se sente mieux en France. Tu vois ? Même là, ils peuvent pas se dire, allez, on a comme projet que les musulmans se sentent mieux intégrés. Non, leur seul projet, c'est qu'ils soient moins islamistes. Lutter contre le sentiment du rejet qui irrigue les familles de confession musulmane requiert également l'envoi de signaux forts. Attendez, peut-être qu'ils vont prendre des trucs, ils vont faire des mesures pour arrêter l'islamophobie, on va voir, attestant de la considération à leur endroit d'une prise en compte de leurs aspirations, y compris d'abord sur le sujet d'intérêt immédiat qui peuvent les concerner. La réglementation funéraire. Non mais, dans l'absolu, ok. On veut juste que vous arrêtiez d'être raciste. On pourrait aller sur la réglementation funéraire et tout, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez d'être raciste. Genre, notre priorité à nous, c'est la réglementation funéraire. Après, c'est un sujet important, hein. Mais voilà quoi. Il est très mal compris que le regroupement confessionnel des sépultures soit soumis à des aléas territoriaux au bon vouloir des maires. Ok, mais je veux dire, les gens croient... Dans leur tête, si on est contre l'État français, si on vit mal en France, c'est à cause de la réglementation funéraire. C'est une goutte dans l'eau islamophobe. C'est un des facteurs parmi 1000 autres de l'islamophobie en France. L'apprentissage de l'arabe. Cet enseignement devrait être développé au sein de l'école de la République pour ne plus laisser le monopole aux écoles coraniques. En fait, tu pourrais se dire que c'est intéressant d'enseigner l'arabe à l'école. Je veux dire, on enseigne le français, on enseigne l'espagnol, on enseigne l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le chinois. Pourquoi pas l'arabe ? Tu sais, tu pourrais dire que ça serait une ouverture d'esprit. L'ouverture à d'autres cultures et tout. Non, pour concurrencer les écoles coraniques. Mais en plus, vous n'allez pas... Je veux dire, les gens vont quand même aller dans les écoles coraniques parce que certes, vous allez apprendre à parler l'arabe et tout, mais vous n'allez pas apprendre le Coran. Et les gens vont dans les écoles coraniques aussi pour apprendre le Coran, pour apprendre par cœur le Coran, pour comprendre le Coran, pour le lire et tout. Donc, je veux dire, mais avoir comme seule motivation, je veux dire, ils veulent faire apprendre l'arabe juste pour concurrencer les écoles coraniques. Mais vous êtes dégueulasse. Parce que vous auriez pu le légitimer avec simplement l'ouverture d'esprit. Tout simplement, l'ouverture aux autres cultures. Non, pour concurrencer les écoles islamiques.
La position française sur le conflit israélo-palestinien, les entretiens menés ont été impactés par le climat de tension prévalant en France au lendemain du 7 octobre entre les communautés juives et musulmanes. Ils ont mis en évidence un profond malaise au sein de cette dernière qui perçoit la position française comme ouvertement favorable à Israël. Mais qui en doute? Qui en doute? Ah bon? C'est ils sont allés interroger les musulmans, ils se sont dit ah bon? Ah bon, vous trouvez que la France est pro-israélienne? Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, moi j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que la France est plutôt neutre dans cette histoire. Ah, oui, certes, on vend des armes à Israël, oui. Oui, on a défendu Israël, oui. Oui, on continue à faire du commerce avec Israël. Oui, on ne dénonce pas le génocide, oui. Oui, certes, des responsables politiques français ont apporté leur soutien à Israël. Mais de là à dire que la France soutient Israël, je sais pas, je vous sens... frères musulmans. Vous êtes frères musulmans et tout ça, c'est pour appliquer la charia. Si cette perception qui dépasse le simple cadre de la mouvance ne résiste pas à Quoi? Si cette perception qui dépasse le simple cadre de la mouvance ne résiste pas à l'examen... Attends, ils sont en train de dire que c'est faux? Ils sont en train de dire que affirmer que la France est favorable à Israël est plutôt du côté d'Israël et pratique une islamophobie d'État dans le droit fil d'une supposée islamophobie d'État, islamophobie d'État, supposée. Ils sont en train de dire que ça, c'est faux? Non, mais c'est bon, c'est bon. Allez vous faire foutre, quoi. Allez vous faire foutre. Bon, allez, c'est bon, c'est un truc raciste. Voilà. Les gens, c'est un truc raciste. C'est tout. Le rapport est raciste de ouf. Les gens, je suis fatigué. On va quitter ce stream. Mais j'ai rien à dire à part qu'on est dans une belle merde, quoi. On est vraiment dans une belle merde, hein. Le niveau d'islamophobie de ce pays, voilà quoi, il y a un moment donné, il faut réagir. Et je suis désolé, la réaction de Ruffin sur tout ça, elle est trop modérée. Il faut simplement dénoncer ce rapport comme étant raciste, totalement raciste. Et qui verse dans le conspirationnisme le plus dangereux parce que on en vient à la conclusion. Avec cette vision conspirationniste des musulmans qui voudraient imposer la charia et tout, en fait, quoi que feront les musulmans avec cette vision, ça sera dans l'optique d'imposer la charia et dans l'optique d'islamiser la société. Quoi que feront les musulmans, ils seront des ennemis de l'intérieur et tout ce qu'ils feront sera dans leur plan de conquête de la France. Acheter du halal, c'est un plan de conquête de la France. Voilà. Faire la prière, c'est un plan de conquête de la France. Dénoncer le génocide, c'est un plan de conquête de la France. Dire que l'islam peut être adapté à la France, c'est un plan de conquête de la France. Et moi, je vais plus avoir de tolérance à l'égard des gauchistes qui ne veulent pas lutter contre l'islamophobie ou même contre le racisme anti-musulman. Prenez le terme que vous voulez, mais c'est tellement évident maintenant que le racisme à l'égard des musulmans est l'un des facteurs principaux de la fascisation en France que vous pouvez plus le nier, quoi. La fascisation de la France passe aujourd'hui par le fait d'ériger les musulmans comme l'ennemi de l'intérieur. Et c'est comme ça que tu fais passer les lois les plus liberticides qui soient et que tu fais taire la critique, tu fais taire les tensions sociales et tu essayes d'unifier tous les Français autour du projet. Parce que l'idée, c'est quoi? Alors, oui, d'accord, il y a une crise économique et tout, mais il y a plus grave. Français prolo, oh les beaufs, oui, je suis d'accord, le gouvernement, il est en train de... Ok, vous êtes en train de crever de faim, ok. Mais là, il y a plus grave, il y a les musulmans, ils veulent renverser la France. Donc, plutôt que de critiquer la bourgeoisie, venez, on s'unit. Venez, on s'unit autour de la nation parce qu'il y a les méchants musulmans, ils veulent renverser la nation. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est leur projet. Un projet fasciste de faire taire les contradictions de classe sous l'idée de protéger la nation française, le peuple français de l'ennemi de l'intérieur qui veut détruire la France. Voilà. Bon, allez. On peut faire quoi en tant qu'homme blanc athée? Soutenir la France insoumise. Soutenir les organisations de gauche qui luttent contre l'islamophobie. Et là, moi, je veux plus entendre les tondeliers et tout qui vont surveiller les musulmans, qui sont choqués dès qu'ils entendent des Allah Akbar. C'est terminé. Là, il n'y a plus de tolérance. C'est terminé. Il faut lutter contre l'islamophobie. Il faut lutter contre le racisme anti-musulman. C'est avec ça que le fascisme avance en France. C'est bon. C'est terminé.